Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Bienvenue au podcast Business Vision. Alors, je suis hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui avec Camille Sour, qui est expert en psychologie du comportement. Alors, bonjour Camille, merci d'être avec moi pour ce podcast. Bonjour. J'aimerais que tu me dises un petit peu, vraiment tout ce qui est psychologie du comportement, c'est un peu vraiment, ça peut être très flou comme très précis. Et comme la thématique, c'est pour être plus performant en entreprise, avec les autres, etc. Est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais et comment ensuite avancer beaucoup plus loin dans cette haute performance? Je dirais que j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis ingénieur de formation. Finalement, rien ne me prédisposait à étudier les comportements. Et puis, je suis tombé dans la marmite un peu par hasard. Un jour, j'ai eu un séminaire sur la négociation. Et puis, comme ça, l'air de rien, le formateur avait dit « Ah bah tiens, dans une négociation, si vous pouvez voir si les gens mentent, vous avez un avantage considérable. » Et il y a d'ailleurs des psychologues, des scientifiques qui étudient ça très sérieusement. Je me suis dit, tiens, très bien, moi je suis scientifique moi-même, je me suis toujours demandé si tout ce qu'on nous disait sur la communication non verbale, le mensonge, vous savez, les menteurs se grattent le nez, etc., est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc je me suis rendu compte que la majorité des choses qu'on voyait à la télé, c'était faux. Alors je me suis dit, tiens, c'est passionnant, et puis bon, bref, de fil en aiguille, j'ai voulu mener mes propres recherches dans le sujet, je me suis dirigé vers un doctorat en psychologie, et donc je m'intéresse à la communication non verbale, à la détection du mensonge, mais je le précise, étudié d'un point de vue scientifique. Et en rapport avec la performance, ce qu'on a découvert, c'est que les vendeurs, par exemple, les plus performants, c'est ceux qui reconnaissaient les mieux les émotions sur le visage des autres. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Ça veut dire que finalement, ils utilisent une information non verbale, une information qui n'est pas dans les mots, à bon escient pendant leur pitch de vente. Et ils s'adaptent à leurs clients pour comprendre leurs besoins et mieux vendre. D'accord. Est-ce que là, tu aurais un conseil tout de suite à donner aux auditeurs, justement, pour leur dire, OK, comment moi je peux me servir du comportement sur mon visage pour justement mieux vendre? Alors ce qui est intéressant, c'est surtout de se concentrer sur le visage de l'autre. Notre visage, c'est une chose, on peut en parler, mais vraiment essayer de ne pas être centré sur soi, mais sur son client, sur son prospect. Essayer de comprendre quelle émotion il peut bien être en train d'exprimer. On est tous câblés naturellement pour reconnaître les émotions chez les autres. Bien sûr, on peut s'entraîner pour être meilleur, mais naturellement, on ressent bien les choses. Ce qui veut dire qu'au lieu de continuer son pitch, en se disant, là je suis au paragraphe 2, j'ai prévu de dire le paragraphe 3, et donc je continue quoi qu'il arrive. Si on voit qu'il y a un souci à un moment avec le client, qu'il n'accroche pas, on s'arrête. On lui demande ce qui ne va pas. S'il n'est pas convaincu, on ne déroule pas, quoi qu'il arrive, le pitch de vente. D'accord. Alors, mais dans ces cas-là, quels sont, si tu as 3 points que tu pourrais me donner justement à décrypter la personne en face pour dire, ah ça va pas, qu'est-ce qu'elle peut donner comme signe sur ce sujet? Pour 3 points, je vais vous donner 3 façons finalement de reconnaître 3 émotions chez les gens. La première émotion qui est très dangereuse, c'est le mépris. Le mépris, c'est quand on a un sourire juste d'un côté du visage, qu'on a un coin des lèvres qui se contracte, bref, une expression unilatérale. Ça, le mépris, c'est très dangereux, c'est un sentiment de supériorité morale. On n'est pas en phase avec la personne avec qui on parle. Si on voit ça chez l'autre, c'est pas bon signe. Il faut essayer de réajuster. Donc, la première expression qu'on peut essayer de repérer, c'est le mépris, et elle est très simple à repérer, un coin des lèvres qui se contracte. La deuxième expression qu'on peut essayer de repérer, c'est le dégoût. Le dégoût, maintenant au sens large, c'est lorsqu'il n'aime pas votre proposition de vente, lorsqu'il n'aime pas un aspect de votre argumentaire, la personne peut relever très légèrement sa lèvre supérieure. Ça va être un signe de dégoût, c'est absolument un moment où il faut réajuster ce qu'on dit. Et d'ailleurs moi-même, ça m'est déjà arrivé, quand je présentais des documents à des clients, de voir qu'à un passage donné, je vois qu'il y a un signe de désapprobation, un signe de dégoût, et donc je m'arrête tout de suite pour dire « Ok, j'ai l'impression que là, il y a un petit souci, est-ce que tu as une remarque, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là ?» Et on rectifie tout de suite, on ne continue pas comme si on n'avait rien vu. Et le troisième signe, c'est un signe d'agacement, de colère. Peut-être que le client, le prospect n'est pas dans des bonnes dispositions à ce moment-là. Si vous voyez des sourcils qui se froncent, une lèvre qui se contracte, ça ne sert à rien peut-être de continuer. Peut-être qu'il faut dire, est-ce que vous avez un autre moment où vous auriez plus de temps pour qu'on se revoie? Ça ne sert à rien de se dire, là je l'ai et je vais continuer quoi qu'il arrive. Il vaut mieux reporter l'entretien à un moment où il sera dans des meilleures dispositions que de continuer à tout prix. Ok. Et toi, tu me disais, alors je te remercie pour ces super conseils. Donc, vous pouvez les mettre en pratique dès maintenant. Vous pouvez aller aussi encore plus loin, comme au niveau des ressources. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme ressources
pour justement approfondir ce secteur, enfin ce point-là? Il y a la première ressource, ce serait de s'entraîner à bien reconnaître justement les expressions à la fois chez les autres. J'en ai parlé de 3, mais il y en a 7 expressions qui sont universelles, c'est-à-dire qu'elles s'expriment de la même façon qu'on soit français, américain, japonais, chinois, etc. Et ça, c'est fantastique dans des contextes de vente à l'international, notamment, hein, dans des contextes, pourquoi pas aussi de collaboration avec des équipes de plusieurs nationalités. On peut avoir un avantage si on arrive à bien à comprendre, à décoder l'autre. C'est pas toute la communication qui est non verbale, évidemment, hein. Je veux pas surenchérir, exagérer le poids, mais c'est une information complémentaire très importante. Et ça, dans des contextes internationaux, c'est important. Et on peut s'entraîner à se former à reconnaître les signes, même les plus subtils, des 7 expressions universelles, que sont la joie, le mépris, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur et le mépris. Ok, super. Merci à toi. Et tu me parlais aussi, alors j'ai vu dans tes études, tu es docteur sur une spécialité, sur cette spécialité-là. Et moi, je conduis des recherches sur la détection du mensonge. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, comme tu conduis aussi d'autres études, comme la mise en place d'outils de détection automatique en vidéo. Alors ça, comme moi qui aime bien l'intelligence artificielle, les chatbots, etc. Et j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai dit excellent pour ceux qui veulent recruter à distance et faire des micro-vidéos avec des équipes, etc. pour savoir un petit peu le ressenti à un moment donné. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet outil-là que tu es en train de mettre au point? Ouais. Donc on a développé un outil qui s'appelle Hexagone. La problématique de départ, c'était quoi? C'était de dire, d'une part, examiner, par exemple dans des vidéos ou dans des recrutements, et lorsqu'il y a beaucoup de monde à analyser des sentiments, les émotions qu'elle ressent, c'est très très long. C'est très très long, on ne peut pas le faire. Deuxièmement, tout le monde n'est pas formé à le faire correctement. Et j'ai toujours cette crainte que des gens, par exemple, qui auraient vu dans des séries télévisées que un menteur se comporte comme ci ou comme ça, éliminent des gens pendant le processus de recrutement parce qu'ils se fient à des mauvais signes. Et je me suis dit, si au moins on peut automatiser la tâche, ça va réduire un peu le risque que des gens qui se prennent pour des experts, des pseudo-experts, fassent des erreurs dans le recrutement de quelqu'un, voire dans des décisions judiciaires. Donc le but, c'était vraiment d'essayer d'automatiser à la fois la détection des émotions sur le visage et dans la voix. Donc on a développé cet outil qui s'appelle Hexagone, où vous pouvez charger par exemple une vidéo d'entretien différée, et puis automatiquement, la vidéo va être analysée. Vous allez avoir une sorte de camembert qui vous dit la proportion de chaque émotion, par exemple 20% de joie, 30% de peur, etc. Pareil dans la voix. On pourra avoir la vision aussi timeline qui montrera exactement quand est-ce que chaque émotion est apparue. Et ça peut être intéressant pour un seul et même candidat de comparer ses réactions à l'une des questions par rapport à l'autre. Si vous avez par exemple une question que vous considérez critique, c'est intéressant de voir comment il se comporte et comment il réagit à l'une de ces questions par rapport à d'autres. Et ça, vous pouvez le faire entre des candidats et au moins, au lieu de se fier à un ressenti subjectif, vous aurez quelque chose d'un peu plus objectif. Oui, c'est souvent la difficulté dans le recrutement des managers ou des profils telle direction, etc., où c'est plus souvent difficile de croire les personnes, et donc là ça permet d'avoir un outil souvent puissant. On dit, je le sens pas, moi ça voilà. ne suffit pas en fait, je le sens pas. Est-ce que c'est toi qui ne le sens pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as senti inconsciemment et que tu n'arrives pas à exprimer, que là en l'occurrence une aide comme un logiciel peut voir, ou est-ce que non, c'est vraiment quelque chose de purement subjectif et il ne faudrait pas s'y attarder. Exemple, en recrutement, la situation même du recrutement fait qu'on peut être stressé. Et les gens vont dire, il s'est un peu touché les mains, ou alors il était un peu stressé, moi je pense qu'il est pas fiable sur cette ligne du CV. Ça n'a rien à voir. En fait, on peut être stressé par la situation même. Et donc, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire qu'il faut essayer de sortir de cette subjectivité pour avoir quelque chose le plus juste possible pour comparer les candidats. Je ne suis pas forcément pour le fait qu'on juge les candidats à leurs expressions faciales, et c'est certainement pas le point déterminant, mais le fait que les gens se font une opinion subjective, je préfère au moins, tant qu'à faire, la remplacer par quelque chose d'un peu plus objectif. Ok. Voilà. Ouais, super. Oui, ça permet vraiment d'avoir un spectre plus large pour prendre sa décision, pour prendre sa meilleure décision, pour avoir les meilleurs performeurs. Exactement, et d'ailleurs, on le voit beaucoup aujourd'hui dans des cabinets de recrutement, certains qui utilisent des tests de personnalité, etc., qui sont d'ailleurs pas toujours très fiables. Je le précise au passage que le seul test qui est bien testé dans la recherche, c'est celui des Big Five. On entend beaucoup MBTI et compagnie, mais celui des Big Five qui est le plus robuste. Ça veut dire que finalement les recruteurs essayent de capter quelque chose qui va au-delà de la pure compétence, en tout cas de la pure ligne de CV et du pur diplôme. Et ce quelque chose en plus, je me dis, s'ils doivent le chercher, je préfère autant que ce soit le plus objectif possible. Ok.
Bon, en tout cas, merci à toi Camille pour tout ça. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.